À la recherche du Québec, par Alexis Tétrault avec Mathieu Thomas. Chers auditeurs, soyez les bienvenus à ce nouvel épisode de À la recherche du Québec. Milan Kundera écrivait des petites nations qu'elles n'étaient pas prises en considération par la grande histoire qui suivait son cours sans même les apercevoir. On pourrait dire la même chose des grands philosophes qui dissertent de cette même histoire faite d'empires, de révolutions et de civilisations sans apercevoir les petites nations. Alexis de Tocqueville fait figure d'exception. Venu en Amérique pour étudier la démocratie américaine et la révolution sociale qu'elle engendrait, il a brièvement posé son regard sur ce qu'on appelait jadis le Bas-Canada. Mathieu Thomas a pris prétexte de ce détour bas-canadien de Tocqueville pour écrire un brillant roman historique portant le titre de « Ceux dont on ne redoute rien ». C'est un plaisir de le recevoir aujourd'hui pour en discuter. Mathieu Thomas, bonjour. Bonjour. Alors, certains d'entre nous vous connaissent pour vos textes dans l'Action nationale, dans les cahiers de lecture de l'Action nationale, même dans Arguments, plus récemment sur le blog de Mathieu Bock-Côté sur votre métier de bibliothécaire. Alors, première question toute simple, pouvez-vous vous présenter et faire un peu ce que vous avez fait sur le blog qui était excessivement intéressant, présenter votre métier? Oui, avec plaisir. Donc voilà, Mathieu Thomas. J'ai des parents donc français et américains. Je suis né au Québec et donc j'ai fait des études de sciences politiques. J'ai fait une maîtrise en Sciences Po, entre autres à l'UDM, après un bac à McGill. Puis ensuite, j'ai fait des études là, pour devenir bibliothécaire. Donc c'est ce qu'on appelle une maîtrise en sciences d'information, en bibliothéconomie et sciences d'information, aussi à l'UDM. Donc voilà, après ça, j'ai travaillé un peu à la BNQ, l'ancêtre de la BANQ, Bibliothèque nationale du Québec. Et ensuite, je suis arrivé à l'Université de Montréal et je travaille là, donc, comme bibliothécaire depuis plusieurs années maintenant. Bibliothécaire spécialisé en Sciences Po. Souvent, les gens qui sont dans les postes de référence, on va dire, les bibliothécaires de liaison, ont une formation souvent dans un des domaines dont ils sont responsables, puis moi, c'est sciences politiques. Fait que c'est ça. Pour ce qui est du métier, comme j'ai parlé un peu sur le blog, c'était que on expliquait un peu le fait que le métier de bibliothécaire est un petit peu méconnu au Québec pour diverses raisons. Entre autres le fait que on a longtemps été sous le joug de l'Église et puis les bibliothèques étaient vues un peu comme potentiellement dangereuses parce que c'est un transfert d'idées, etc. Donc, l'Église voulait un petit peu garder le contrôle là-dessus. Donc, ça nous a créé une espèce de petit retard au Québec. Donc, on parlait en fait du fait que même le métier est quand même mal connu. Il y a aussi le fait que c'est un métier qui est souvent associé aux femmes. Donc, peut-être à cause d'un certain sexisme, parfois, il y a des gens qui vont considérer que c'est un métier comme si c'était pas un métier vraiment sérieux, quoi. Les gens souvent sont très surpris. On leur dit, il faut une maîtrise pour être bibliothécaire. Puis beaucoup de gens sont très surpris. Ouais, c'est un métier rigoureux. Bien sûr, puis qui se décline sous plein de formes, mais pour beaucoup de personnes, les gens qui travaillent dans une bibliothèque sont bibliothécaires, alors que c'est pas le cas. Donc voilà, c'est un peu ça. Évidemment, c'est un métier que j'aime beaucoup. Et évidemment, c'est un métier qui m'a beaucoup aidé dans le cadre d'une rédaction d'un roman historique, parce que j'avais à ma disposition beaucoup de documentation. Puis ça transparaît aussi dans le roman. On dirait que le métier de bibliothécaire, sans nécessairement être là, est un peu en arrière-plan, ou du moins tout ce qui est livres et informations. Ce qui m'amène à ma seconde question. Pouvez-vous justement nous présenter ce roman que vous venez d'écrire, Ceux dont on ne redoute rien? Alors oui, c'est un roman historique, mais ce n'est pas qu'un roman historique parce que c'est un roman qui se passe déjà à deux époques. Donc, on va alterner entre les chapitres, entre deux périodes, entre la période 1864-65 et l'époque du printemps érable, donc 2011-2012. Donc, de chapitre en chapitre, on fait comme le va-et-vient entre les deux époques. Alors donc, c'est aussi un roman contemporain, parce qu'il se passe à notre époque. Mais le sujet du livre, c'est sur une question historique. Ça tourne autour du passage donc de Tocqueville et son ami Beaumont au Bas-Canada en 1831. Ils sont venus durant l'été.
Ils ont passé une dizaine de jours ici. Et les textes qu'ont écrits les deux, d'ailleurs tous les deux, Tocqueville et Beaumont, sur leur passage, ont longtemps été inconnus, inédits, n'étaient pas publiés. Et avec le temps, un jour on les a, comme on peut dire, un peu déterrés là, après la mort de Tocqueville, et maintenant on peut les lire. Je veux dire, on peut les acheter à la librairie. Là, il y a une espèce de compilation qu'on appelle Le Regard sur le Bas-Canada, publié chez Typo. Puis c'est un petit livre, puis hyper intéressant à lire. Et moi, c'est en lisant ce livre-là que j'ai eu l'idée du roman. Là, c'est ça le point de départ du roman. Puis où est-ce qu'ils se trouvaient, ces textes-là? Ils étaient épars dans l'œuvre des deux hommes? C'était plus des notes de voyage. OK? Donc, c'est un mélange de plusieurs choses. Notes de voyage qui avaient été gardées, on va dire, confidentielles tout ce temps-là, jusqu'à temps que, quand Tocqueville est mort, Beaumont, son ami, a entrepris de les éditer, de les faire publier. Donc, ces voyages, pas juste au Canada, aux États-Unis, en Irlande, ailleurs, en Italie, etc. Donc, là, c'est là que les gens ont un peu découvert qu'est-ce qu'il avait dit, mais aussi dans le livre Regard sur le Bas-Canada, il y a aussi des lettres. Donc des lettres que Tocqueville et Beaumont écrivaient à leur famille et où ils décrivent un petit peu ce qu'ils voient au Bas-Canada, leurs impressions puis tout ça. Donc c'est ça, c'est une espèce de compilation d'écrits relatifs au Bas-Canada, mais il faut bien comprendre que jamais ni Tocqueville ni Beaumont, ils n'ont jamais rien écrit. Ils n'ont pas écrit de livre là-dessus. Là. Ils n'ont jamais écrit d'article ou de livre. C'était simplement des impressions de voyage et des lettres. C'était pour eux finalement. C'était pas fait pour être lu par un plus grand public. Qu'est-ce que vous avez été chercher dans cette espèce d'assemblage de textes? Comment est-ce que ça a inspiré votre roman? Déjà, faut dire que quand j'ai lu ces textes-là, d'ailleurs, moi, j'encourage, si les gens lisent le livre puis l'apprécient, je les encourage fortement à acheter et à lire Regard sur le Bas-Canada ou à l'emprunter à la bibliothèque. Parce que c'est vraiment fascinant, là. On voit vraiment qu'est-ce qu'ils ont ressenti quand ils sont venus ici. Puis moi, ça m'avait frappé parce que, puis j'en fais un peu écho dans le livre, là, dans le roman, c'est que beaucoup de leurs impressions, mon Dieu, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de choses qui ont changé. Même si on en est presque deux siècles plus tard, 190 ans plus tard, on est quasiment au même point là, sur beaucoup d'aspects. Donc, c'est à la fois fascinant puis des fois un petit peu déprimant. Mais puis Tocqueville, je veux dire, c'est un observateur quand même très... On le sait, là, c'est un grand sociologue, un grand philosophe, un regard très acéré. Il voit très bien les choses, il décode les situations. Puis on lit, puis on dit, mais mon Dieu, il a juste passé 10 jours ici, puis il a compris plein d'affaires. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Et pour revenir au roman, moi, ce qui m'avait frappé, c'est quand j'ai lu ces textes-là, j'ai lu après ça d'autres articles, et puis souvent, dans les articles, on disait, mais mon Dieu, il est venu en 1831, Tocqueville, puis ça aurait dommage été intéressant qu'il rencontre Papineau. Ça aurait été fascinant. On est quelques années avant les rébellions. Il semble que les gens disaient... On a l'impression que ça aurait été une rencontre intéressante. On parle de Papineau, vous voulez dire Louis-Joseph Papineau, voilà. Le leader patriote qui, à l'époque, était en pleine ascension. Oui, il avait un rôle très important. C'était un des hommes politiques les plus importants de la colonie à l'époque. Donc, c'est à partir de là, mon Dieu, si c'était rencontré, ça aurait donc été intéressant. Ça, c'est le germe du roman. Moi, j'ai comme imaginé, peut-être qu'ils se sont rencontrés. Donc, ça, c'est le point de départ du roman. C'est l'amorce. Et puis, partant de là, question encore une fois très très simple, mais qui va sans doute nous amener très loin, qui sont ces gens dont on ne redoute rien? Ah oui, alors donc c'est ça, le titre, forcément quand on lit ça, on se dit, mais ouais, c'est mystérieux, hein? C'est qui ça, ceux? Alors, là, je vais vendre un tout petit punch, mais c'est pas énorme. Le ceux, c'est les Québécois, c'est les Canadiens français, c'est ce qu'on appelait à l'époque les Canadiens, hein, les colons... qui parlaient français, et leurs descendants. Mais par contre, la phrase pourrait être mélangeante parce qu'on pourrait se dire, OK, donc les Québécois, on n'a pas peur d'eux. En fait, ça, c'est une phrase de Tocqueville qui a rédigé donc dans ses notes de voyage. Et la vraie histoire derrière cette phrase-là, c'est que Tocqueville et Beaumont rencontrent, quand ils sont à Québec, ils rencontrent un marchand anglais. Puis le marchand anglais leur explique, vous savez, les Canadiens français, les Canadiens, on n'a rien à craindre d'eux, là. Je veux dire, on contrôle déjà l'économie, on contrôle la politique. Il y a de plus en plus d'immigrants d'Irlande, d'Écosse, d'Angleterre qui viennent s'installer ici. Bientôt, on va être majoritaire. Donc, en quelque part, ils n'y font plus peur, quoi. Mais Tocqueville dit,
c'était étrange, parce que quand il parlait, ce monsieur-là, ce marchand anglais, il y avait comme une espèce je sais pas, une espèce de regard un peu particulier. Il est rare qu'on parle avec tant de passion de ceux dont on ne redoute rien. En voulant dire que c'est une espèce d'attitude un peu très confiante, voire arrogante, c'était tout un peu de l'esbrouf, finalement. Pour se convaincre plus que pour essayer de convaincre son interlocuteur. Exactement. Alors, Tocqueville, en fin observateur, puis en personne intelligente, s'est dit, ouais, mais si t'en parles avec autant de passion, là, c'est ça. C'est peut-être que, dans le fond, tu lui crées un petit peu, finalement. Donc, c'est ça, il y a comme un double sens dans le titre, là. Et puis, pourquoi exactement est-ce que Tocqueville est venu au Bas-Canada dans son itinéraire américain qui est quand même... Voilà. Donc ça, alors ce qu'il faut savoir, là, c'est que la raison officielle de leur venue en Amérique du Nord, c'était pas pour étudier la démocratie en Amérique, c'était pour faire une étude sur les pénitenciers américains. Parce qu'à l'époque, en France, il y avait un gros problème de criminalité. On se demandait qu'est-ce qu'on fait des prisonniers, est-ce qu'on les met en prison, enfin, pas des criminels. Qu'est-ce qu'on fait des criminels? Est-ce qu'on les met en prison? Est-ce qu'on les réhabilite? Est-ce qu'on les enferme tout seuls? Est-ce qu'on les fait travailler? Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Puis il y avait, à l'époque, on parlait beaucoup de nouvelles approches par rapport aux criminels qui étaient en vogue aux États-Unis. Les systèmes, là, il y avait le système Pennsylvania, puis là, il y avait le système Auburn. Alors donc, pour différentes raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer maintenant, ils se sont dit, ben, on va aller explorer ça. Donc, Beaumont et Tocqueville ont demandé, ils travaillaient pour l'État français, c'était des magistrats, là, c'était comme ils travaillaient dans le système judiciaire, et ils ont demandé un congé sans solde pour y aller. Et quand ils sont arrivés en Amérique, donc aux États-Unis, ils ont parcouru les États-Unis, ils ont posé des questions à tout le monde, ils sont allés voir des pénitenciers, ils ont pris beaucoup de notes, etc., etc. Mais en parallèle, ils ont pris des notes pour leur propre projet. Et Tocqueville, on le sait, finalement, ce qui est sorti de tout ça, c'est qu'il a écrit un livre sur la démocratie en Amérique qui est devenu un gigantesque succès, là. C'est un des plus grands livres écrits au 19e siècle. Donc, on est au point où on en a oublié leur mission d'exploration des pénitenciers. Alors, tout ça étant dit, quand ils sont arrivés à New York, ils ont rencontré un prêtre irlandais, John Powers, puis lui, il leur a dit « Ah, mais vous êtes des Français, ben pourquoi vous pourriez faire un petit détour puis aller voir au Bas-Canada, il y a des descendants là, des colons de la Nouvelle-France qui sont là, puis ils parlent encore français. Ça serait intéressant d'y aller. » Puis là, ils ont fait « Ben pourquoi pas? » Fait quand ils sont allés dans le coin des chutes Niagara, puis là, ils ont fait un petit détour, ils ont pris le bateau, puis ils sont arrivés à Montréal, puis ils ont passé une dizaine de jours dans la région de Montréal, ben surtout dans la région de Québec, mais un petit peu à Montréal aussi, avant de retourner aux États-Unis. Donc, dans leur voyage de 9 mois aux États-Unis, ils ont passé en tout et pour tout 10 jours dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, souvent, c'est vu comme une espèce d'anecdote, là, une espèce de petite note de bas de page. Ah oui, en passant, ils sont aussi passés au Bas-Canada. Puis qu'est-ce qu'ils ont vu au Bas-Canada? Est-ce qu'ils ont vu un morceau de la France, comme disait De Gaulle? Est-ce qu'ils ont été impressionnés par le fait que souvent le commentaire que les Français qui ont vécu après la Révolution française avaient du Bas-Canada ou du Canada français, c'était voici une France qui n'a pas vécu la Révolution. Une France d'Ancien Régime. Est-ce qu'ils tenaient le même discours? Oui. Oui, sur le coup, quand ils sont arrivés, ils ont vraiment été, bon, c'est sûr qu'ils ont été frappés là, du rapport entre les langues anglais-français, le statut, on va dire, de vaincu là, des Canadiens français, quand même, disons-le. Mais oui, ils ont été très frappés par déjà, Beaumont, lui, vient de la Sarthe, donc c'est un peu à l'ouest de Paris. Tocqueville avait, la famille, c'est la Normandie. Donc, lui, il arrive ici, puis, mon Dieu, c'est comme des Normands, là. Ils parlent comme des Normands, ils parlent comme des paysans normands. Ils sont super catholiques, puis clairement, il n'y a pas eu de révolution ici. Et puis, on voit l'effet que ça a. Donc, c'est comme s'ils ont eu l'impression un peu d'être retournés en arrière, comme s'ils avaient pris une machine à voyager dans le temps, puis ils ont retrouvé la France d'avant-régime. Puis comme c'était des nobles... D'ancien régime, pardon. Comme c'était des nobles, est-ce qu'il y avait le regard idyllique? Est-ce qu'il y en était... jaloux d'une certaine manière? Ben, je pense que... Bon, il disait déjà, c'est fascinant de voir à quel point le caractère national se perd difficilement. Il disait, c'est encore des Français. Pour eux, c'était encore des Français. Donc, il y avait des côtés très positifs. Il disait, mon Dieu, les gens ils ont comme une espèce de... je sais pas, il y a comme une douceur de vivre, il y a vraiment un aspect bonhomie, puis ils sont sympathiques, leurs maisons sont propres, c'est bien organisé, vraiment, c'est un bel endroit. Mais
d'un autre côté, c'était pas une vision idyllique parce que, comme je viens de dire, ben, ils voyaient bien là, que c'était un peuple en position d'infériorité. Là. Ils étaient dominés par les Anglais, par le régime colonial anglais. C'était des vaincus. Donc, puis ça les rendait évidemment tristes. Ils ont eu une espèce de petite réaction un petit peu à l'arrière chauvine un peu, là, en se disant, mon Dieu, c'est vraiment triste de voir ça, à quel point c'est des Français, mais ils sont dominés par un autre peuple, quoi. Donc ça les a mis un peu, ça leur a fait un peu de peine. Puis, quelles étaient les observations qui leur ont fait dire, bon, voici un peuple dominé? Ben déjà, ils voyaient les panneaux en anglais partout, à Montréal. Ils voyaient bien... bon, quand ils sont arrivés à Québec, évidemment, là, à l'époque, on construisait la citadelle. Fait qu'il y avait plein de soldats dans la ville. Des soldats anglais? Soldats anglais. Ils voyaient très bien là, que bon, oui, les deux groupes n'étaient pas nécessairement égaux. Là. C'était les Anglais qui menaient la place. Et entre autres, il y a un épisode, bon ça j'en parle très peu dans le roman, mais il y a un épisode assez connu là, où ils vont dans un tribunal, une salle de tribunal. Et puis bon, c'était à l'époque où le droit, bon je suis pas un spécialiste du droit, mais c'était un peu flou là. On se mélangeait dans il y avait la coutume, je pense qu'on appelait ça la coutume de Paris, en tout cas du droit français, mais il y avait aussi les lois anglaises. Puis là, donc c'est un peu flou, et ils chicanent sur les règles, tout ça, puis beaucoup d'anglicisme. Allez-vous dans la boîte, le box, donc des traductions littérales, on se reconnaît encore maintenant à Montréal. Oui, bien sûr. Donc ils voyaient, mon Dieu, mais ils parlent une drôle de langue, c'est confus, c'est pas de l'anglais, c'est pas du français, c'est un mélange des deux, parfois des traductions bancales. Ils sont ressortis de là avec un sentiment, mon Dieu, c'est presque un peu grotesque, c'est triste. Puis là, c'est là que Tocqueville a prononcé sa fameuse phrase en disant, en sortant de là, j'ai jamais été aussi convaincu que le plus grand malheur pour un peuple, c'est d'être conquis. Donc oui, c'est ça les a vraiment frappés. Et comment Papineau s'enchevêtre, ou en général les patriotes s'enchevêtrent dans ce contexte historique? Ben là, en 1831... on est quand même 6 ans avant les rébellions. C'est sûr qu'à l'époque, Papineau était encore assez ouvert sur le fait de faire des compromis avec le pouvoir anglais. Sa façon de voir les choses, c'était de dire, ben nous, on est des citoyens, on est des sujets, on n'est pas des citoyens, on est des sujets anglais. On a prouvé notre loyauté. On l'a prouvé quand il y a eu la Révolution américaine. On a pris le bord des Anglais contre les Américains. Puis dans la guerre de 1812, on a encore pris le bord des Anglais. Alors, on a été des loyaux sujets. Donc, quelque part, Londres nous doit une certaine reconnaissance, puis doit nous donner des droits, puis doit nous respecter. Puis, il respecte beaucoup le système anglais, Papineau, à l'époque. Il allait changer de la vie dans les années suivantes, mais à cette époque-là, 1831, il est quand même assez ouvert au compromis. C'est avant le tournant républicain. C'est ça, bien avant, oui. Et là, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est ça, il critiquait pas tant le système britannique que le fait que le système britannique était vicié ici au Bas-Canada. Donc, il disait, si on suivait la Constitution anglaise, comme elle doit être suivie, il n'y a pas de problème. C'est un système qui fonctionne bien et tout ça, mais ce qu'il critiquait, c'était ça, c'est la clique au pouvoir qui, on le sait, s'appropriait beaucoup de richesses, pouvoir, etc. Donc, il trouvait ça... Et là, bon, évidemment, dans les années suivantes, ça a dégénéré, puis on en est venu aux rébellions. Puis est-ce que Tocqueville et Beaumont ont vu dans les leaders patriotes, bon, on sait qu'ils ne mentionnent jamais Papineau, mais est-ce qu'ils ont vu dans l'espèce d'embryon de rébellion une situation qui pourrait venir renverser la tendance ou le rapport de force entre Anglais et Français? Ben c'est clair que dans leurs écrits, bon, ils parlent pas de rébellion, là, ils parlent pas de... À l'époque, c'est même... le Parti patriote existait, là, c'était plus... Le Parti canadien avait changé de nom, c'est ça, mais on était loin là, de penser qu'il allait avoir, mon Dieu, une révolte. Par contre... en filigrane, dans leurs écrits, des fois, on se dit, mon Dieu, mais... Écoutons, est-ce qu'ils sont en train d'encourager le monde à se rébeller ou quoi, là? Tu sais, du genre, mais qu'est-ce que vous faites, là, avec les Anglais? Vous vous laissez manger la laine sur le dos, vous colonisez pas le reste du pays, vous restez dans vos paroisses, vous labourez vos champs, puis vous bougez pas, puis pendant ce temps-là, le pays est en train de changer, il y a des nouveaux immigrants, tout ça, qu'est-ce que vous faites? Puis les gens disaient, c'est vrai, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Un peu une espèce de résignation. Donc, les questions de rébellion, c'est vraiment embryonnaire à l'époque. Là. C'est un début là, de satisfaction. Ça allait prendre plusieurs années là, avant que la situation en vienne à la révolte armée.
Et pourtant, Tocqueville et Beaumont voudraient fouetter un peu le peuple en... Ben, on a l'impression que... Ben, c'est sûr que là, peut-être qu'il y a un petit peu de pensée magique là-dedans de ma part, mais quand on lit en filigrane, des fois, on se dit, il y a des passages où on se dit, mais écoutons, c'est bizarre, les questions sont un petit peu orientées quand même. Est-ce que c'est pour vous convaincre que vous aviez raison sur ce point-là, que vous avez écrit un roman où il y a une rencontre entre Papineau et Il pourrait avoir une rencontre. Il pourrait avoir une rencontre entre Papineau et Tocqueville. Oui, ben c'est ça. Oui, c'est sûr que ça a joué, parce que là, je me disais, comment dire, ça serait intéressant d'explorer la possibilité que peut-être Papineau puis Tocqueville se sont rencontrés, surtout après tout ce qu'on vient de dire, le contexte politique de l'époque. Puis bon, parce que ça, il y a des auteurs qui l'ont remarqué, quand Tocqueville et Beaumont sont venus ici, leurs écrits, je veux dire, des fois, il y a des bouts, on est comme, on dit, mais c'est vraiment de la fierté française, là. C'est quasiment un petit peu chauvin même, là. Puis on comprend, ils ont passé plusieurs mois aux États-Unis, ils arrivent au Bas-Canada, ils retrouvent un bout de Normandie d'Ancien Régime. C'est comme s'ils sont fascinés, ils sont, mon Dieu, mais c'est incroyable. Puis ils sont, en même temps, ils ont un sentiment de tristesse de voir, mais si on n'avait pas tout gâché, nous les Français, peut-être l'Amérique du Nord parlerait français aujourd'hui, ou au moins une bonne partie. Mais on a tout gâché, on a tout perdu. Mais on pensait qu'il n'y avait plus personne qui parlait français, puis mon Dieu, il y en a encore. C'est comme s'il y avait encore une espèce de village d'Astérix, là, qui parle contre toute attente encore français. Fait que ça les a un peu... ça les a charmés. Ça les a touchés. Ouais. Puis on parle de Tocqueville au Bas-Canada, mais on mentionne très très rarement son comparse, Gustave de Beaumont, qui occupe une place importante dans votre roman. Peut-être nous le présenter, puis oui. Nous dire pourquoi essentiellement il est si oublié alors qu'il est tout de même important. Ben, c'est sûr que Beaumont, c'était le meilleur ami de Tocqueville. Hein. Vraiment, c'est un roman qui parle entre autres d'amitié. Là. Il y a beaucoup d'amitié masculine dans le roman, puis la plus importante du roman, c'est celle qui a entre Tocqueville et Beaumont. Ils étaient vraiment liés là, très, 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 très près, au point que même à Paris, il y a du monde qui les appelait Tocmont. Ils mélangeaient leurs noms parce qu'ils étaient comme inséparables. Mais c'est sûr qu'ils étaient de très bons amis, mais bon, Beaumont, il n'a pas laissé une trace aussi indélébile que Tocqueville. Là. Je veux dire, il n'a pas écrit des classiques là, de sociologie politique, là, comme de la démocratie en Amérique ou l'Ancien Régime et la Révolution, l'autre livre le plus connu de Tocqueville. Beaumont, lui, c'est un peu plus anonyme. Il a eu un rôle politique. Il a quand même été ambassadeur pendant quelques mois à Londres puis à Vienne. Il a été député. Je veux dire, c'est pas un raté, là, mais c'est pas une figure intellectuelle aussi remarquable que Tocqueville. D'ailleurs, il le reconnaissait lui-même. Il disait, moi, je suis pas... c'est entre autres grâce à mon ami que j'ai été motivé à écrire puis à m'intéresser à ce qu'il appelait les choses de l'esprit. Donc c'est ça. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il est moins connu maintenant. Les gens qui le connaissent, parce qu'en général, c'est parce qu'ils connaissent Tocqueville. Mm-hmm. Mais par contre, moi, ce qui m'intéressait dans le roman, c'est justement ce côté un peu amitié oubliée et surtout le fait que beaucoup de gens le disent, sans Beaumont, Tocqueville n'aurait probablement pas pu atteindre le degré de notoriété qu'il y a aujourd'hui. Leur amitié a vraiment été importante dans leur vie. Sans son ami, sans son confident, ils lisaient leurs textes l'un l'autre, ils donnaient des commentaires, ils se conseillaient, ils étaient, comme je le dis, ils étaient inséparables. Donc, même très tôt dans leur amitié, il paraît qu'ils ont convenu de dire « Jamais on va montrer nos désaccords en public. Ah oui? Si on n'est pas d'accord, on s'en parle en privé. Mais devant tout le monde, devant la société, devant les autres députés, on est toujours unis. » Alors ça, c'est une espèce d'amitié inconditionnelle, puis c'est très, 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 très fort, évidemment. Dans la vie, c'est un grand avantage. Puis surtout, quand on pense à leur caractère respectif, Beaumont était super sociable, très, très... une espèce de gars de la campagne, un peu avec de la bonhomie, puis tu sais, un peu costaud, très, très facile pour les relations sociales. Alors que Tocqueville, il avait beau être un grand intellectuel, c'était un gars un peu coincé, là, timoré, un peu introverti. Beaucoup de monde le trouvait froid et snob. Donc, il y avait besoin de Beaumont dans la société parisienne, entre autres. Là, et dans leur voyage, je ne peux pas imaginer Tocqueville faire ce voyage-là tout seul. Mm-hmm. Ça aurait sûrement été une catastrophe. Là. Et sur quoi Beaumont a-t-il écrit? Outre le fait qu'il soit venu en Amérique avec Tocqueville, qui l'a sans doute aidé avec de la démocratie en Amérique, il y a
il portait une œuvre tout de même. Ouais, une œuvre mineure. Il a écrit il est connu pour surtout deux écrits. Le premier, c'est un roman qu'il a écrit à son retour d'Amérique. Donc, il s'est basé sur ses impressions pour écrire un roman. Au début, il voulait écrire un roman sur ce qu'on appelait à l'époque les Indiens. Puis leur sort très, très malheureux, parce qu'en Europe, c'est un sujet déjà très, très populaire, hein, les pauvres Indiens qui se font exterminer et tout ça. On en parlait beaucoup en Europe. Mais dans son voyage, ils sont promenés partout aux États-Unis, puis ils sont allés, entre autres, dans le sud. Puis, si je me rappelle bien, c'était à Baltimore. Ils ont rencontré un ancien... un noir là, qui avait été victime de sévices horribles, là, qui a été torturé durant son esclavage et tout ça. Et puis, bon, ça l'avait rendu fou, le pauvre monsieur. Donc, ça lui a donné une espèce d'électrochoc, puis il a dit « je vais écrire un roman sur la condition des Noirs aux États-Unis ». Alors, il faut se rappeler que l'esclavage existe encore, hein, on est comme 30 ans, 35 ans avant la guerre civile. Donc, mais déjà, il voyait que, c'est intéressant parce qu'il voyait que, mon Dieu, même dans les endroits où il n'y a pas d'esclavage, comme les États du Nord, ben souvent les Noirs sont dans une position sociale vraiment, vraiment subalterne. Là. Souvent, ils sont juste des domestiques. Là. Alors, il disait, mais cette espèce de péché originel américain, l'esclavage, même si on l'abolissait, j'ai l'impression que les Noirs, pendant longtemps, ils seraient toujours pas les égaux des Blancs, là. Et il a bien raison. Encore maintenant, les Noirs aux États-Unis, c'est pas facile leurs conditions. Donc, à ce niveau-là, c'est un roman vraiment intéressant. Par contre, c'est pas un romancier. C'est assez mal écrit. Le style est assez rudimentaire. Ouais, c'est assez mal écrit. Il tombe dans le sentimentalisme extrême. Je veux dire, honnêtement, je l'ai lu, puis il y a des bouts, c'est franchement pénible. Là. Je veux dire, c'est pas un romancier. L'intrigue est très, très de base, puis bon. Mais bon. Il y a une valeur historique tout de même. Hyper importante. Ça a été écrit avant le fameux roman La carte de l'oncle Tom. Donc, c'est un roman, quelque part, comment dire, c'est quoi le mot? Précurseur. Précurseur, oui, exactement. C'est précurseur. Il a vraiment vu des choses un peu avant tout le monde, là. Et sa deuxième œuvre la plus connue, c'est un livre sur l'Irlande qu'il a écrit plus tard, dans les années, je me rappelle bien, 1840. Et là, fin 1830. Et là, c'est un livre, il a fait un peu pour l'Irlande ce que Tocqueville avait fait pour les États-Unis. Donc, il explique un portrait du peuple irlandais. À l'époque, les Irlandais, ça allait vraiment pas bien. Ils étaient vraiment écrasés par les Anglais. Donc, il parle de leur situation, écrasés par l'aristocratie d'origine anglaise, tout ça. Et c'est un bon livre, vraiment. C'est une étude sérieuse qui a fait quand même pas mal parler. Il a gagné un prix à l'époque sur ce livre-là. C'est de loin son meilleur ouvrage, là. Oui. Ouais. Est-ce que... Je reviens à son livre sur les Noirs américains. Est-ce que vous avez remarqué une ressemblance entre les écrits de Tocqueville sur les Noirs de la démocratie en Amérique et les observations de Beaumont dans son roman? Est-ce qu'il y a une espèce de parenté intellectuelle manifeste ou peut-être même latente? Ben, c'est clair que vu qu'ils se conseillaient l'un l'autre quand ils écrivaient leurs papiers respectifs ou leurs livres respectifs, ben c'est sûr que... Comme je dis dans le roman, des fois, on se demande même qui a eu telle idée en premier, parce que les deux avaient la même idée. Mais c'est sûr que dans un roman sentimental, ben ça se compare pas à ce que Tocqueville a écrit dans la démocratie en Amérique, qui est beaucoup plus théorique, puis beaucoup plus profond comme réflexion, là. Mais oui, il y a des éléments qui se recoupent, ça c'est sûr. Ça c'est indéniable. Puis passons à l'autre époque de votre roman, c'est-à-dire les années 2010, pendant la grève étudiante. Question assez simple, mais pourquoi avez-vous vu dans cette époque-là, la grève étudiante, la Fondation d'Option nationale, quelque chose digne d'un roman, ou j'imagine que pour en faire un roman, il faut croire que c'est une période charnière d'une certaine manière? Ben, juste pour préciser une chose, c'est que on l'a dit au début, le roman se passe à deux époques, 1864-65 et Printemps érable 2011-2012. Donc, le passage de Beaumont et Tocqueville, 30 ans, donc bien longtemps avant, dans le cas de 1864, c'est une trentaine d'années avant, c'est le sujet du livre, mais l'action ne se passe pas à cette époque-là. Okay? Donc ça, c'est une précision que je voulais faire. Oui, parce que c'est vrai, vous avez tout à fait raison, c'est pendant la Confédération. C'est ça. La partie qui se passe au passé dans le roman se passe dans les années pré-confédératives. Donc, juste avant la Confédération. Alors,
Là, c'est pour ça que je trouvais le parallèle intéressant, parce qu'on en parlera peut-être tantôt, mais à l'époque, il y avait du grenouillage. Là. Les gens n'étaient pas tous pour la Confédération. Puis il y avait des petits partis qui étaient opposés à la Confédération. Et là, je trouvais le parallèle avec Option nationale, qui était un petit parti, là, qui a pas duré très, très longtemps, mais qui bon, moi, je le cache pas, j'en ai fait partie à l'époque. Je trouvais qu'il y avait des parallèles intéressants à faire entre les deux époques. Comme quoi, si je peux faire une remarque un peu simpliste, ouais, l'histoire se répète, quoi. Un petit peu. C'est ça que je dirais. Pour le printemps érable, oui, si on y pense aujourd'hui, c'était quand même un mouvement social gigantesque, là. C'était inédit. Il y avait des milliers de personnes dans les rues. Il y a toute une jeunesse qui a été socialisée à la politique au travers de ça. Opposition aux libéraux, puis on peut le voir sous différents angles, là, mais je veux dire, c'était quand même l'éducation abordable qui était discutée, même si d'autres gens voyaient avaient d'autres façons de le voir. C'est correct, mais quand même, manifestations, etc. Je trouvais que c'était une période, dans l'histoire récente du Québec, on s'entend que c'est quand même au 21e siècle, c'est quand même, moi je pense, l'événement le plus important qui s'est passé au Québec, là. Mais est-ce que vous croyez pas que c'est une des premières fois justement où la nouvelle génération est socialisée ou politisée sur un clivage qui n'est pas la question nationale? Comment dire? Non, je pense que la société a été clivée sur d'autres sujets. Depuis, on le voit avec la pandémie aussi, les questions environnementales aussi, gaz de schiste, pétrole sur anticosti. Il y a eu des moments mais que ça soit assez gros pour que les gens prennent les rues, là, puis fassent des manifs, puis que ça dure pendant des mois comme ça, c'est quand même quelque chose. C'est vrai que c'est pas la question nationale, mais c'est quand même... parce que là, il n'y avait pas d'opposition avec le fédéral, c'est une question très, très... Mais il reste quand même que c'est le Parti libéral du Québec qui a provoqué la crise là, en haussant les frais de scolarité de façon aussi radicale. Donc, oui, même s'il n'y avait pas concrètement là, de questions liées à la question nationale, dans cet épisode-là, il reste que beaucoup de gens disaient que défendre les droits s'opposer à la hausse des frais de scolarité, c'est une façon de défendre le modèle québécois, par exemple. Mm-hmm. Puis il y avait des drapeaux du Québec, des fois, dans les manifs du printemps érable. C'était pas juste des drapeaux rouges, là. Donc, mais je joue le concept, c'est un peu ambigu, c'est un peu particulier. Ouais. Est-ce que c'est pour ça que la Fondation d'Option nationale vient, de certaine manière, en renfort, comme une espèce de caution nationale à cette époque-là pour faire justement le parallèle avec la Confédération, puis les... Oui, puis je trouvais, moi, j'en viens à ce que je disais tantôt, l'expérience de petits partis, là. De petits partis. À l'époque de la Confédération, c'était le parti qu'on appelait le Parti national, qui était donc mené par un journaliste là, qui s'appelait Médéric Langto, un tout petit parti qui disait, nous, on n'est ni rouge ni bleu, on est pour les Canadiens français. C'est un parti vraiment marginal. Et je trouvais le parallèle avec Option nationale, qui est un petit parti qui disait, on s'en rappelle, là, plus ou moins de dire, le PQ et QS sont passés indépendantistes, nous on l'est vraiment. Mais bon, Option nationale a eu quoi? 2% des voix, je pense, en 2012. C'était vraiment pas beaucoup, là. Mais parfois, c'est ça, des petits partis comme ça, des petits mouvements, des fois, on pas une existence très longue, mais on peut avoir une influence quand même pour la suite des choses. C'est comme si on semait une graine, puis ça va pousser plus tard. Puis rappelons-nous qu'aussi ON était résolument du bord des étudiants, là. Il était parfaitement opposé à la hausse, là. Et vous pensez quoi du sort qui est celui de ON maintenant comme espèce de collectif? Vous qui avez participé à la fondation, vous en pensez quoi? Moi, collectif dans Québec solidaire. Moi, c'est pas un secret. Là, quand Jean-Martin Hossan est parti, on était très nombreux à être déçus, évidemment. On comprenait, là, mais c'était quand même lui qui l'avait créé, là, ce parti-là. Donc, après ça, il y a eu une couche à la chefferie. Et moi, à l'époque, j'avais appuyé Nick Payne. Mais c'est Sol Zanetti qui a gagné. Et Sol Zanetti, malgré toutes ses qualités, puis c'est quand même quelqu'un qu'en général j'apprécie. J'ai l'impression, c'était le début de la fin, dans le sens que après ça, le parti a encore perdu de la popularité. Moi, quand Sol Zanetti a gagné, je me suis un peu éloigné du parti, puis quelques temps plus tard, ils ont fusionné avec QS, puis pour moi,
malgré tout le bien que je peux penser de QS sur des questions économiques, par exemple, leur position par rapport à la souveraineté me convient pas. Donc voilà, c'était fini en ce qui me concerne, c'était terminé là. Et puis il y a plusieurs réflexions très très fines sur la condition québécoise dans votre roman, puis il y en a une en particulier qui m'a frappé, c'est celle où le protagoniste contemporain, celui qui est dans la Fondation d'Option Nationale, dit qu'il a appris la chanson « Un Canadien errant » par les voix d'un anglophone. Oui, Leonard Cohen. Oui. Pouvez-vous nous expliquer comment, selon vous, ça dit quelque chose des Québécois, de leur relation à la culture? Peut-être mettre en contexte en disant qu'est-ce que la chanson Un Canadien errant? Alors, Un Canadien errant, c'est... je me rappelle bien, je pense que c'est Antoine Gérin-Lajoie qui a écrit ça. Donc, c'est une chanson qui parle de l'exil de patriotes en Australie après les rébellions de 1837-38. Il y en a plusieurs qui ont été déportés là-bas et qui sont restés là plusieurs années. Et d'ailleurs, on parlait de Médéric Lanto tantôt. Médéric Lanto, il se trouve que son père a été déporté en Australie. Et puis il est revenu après, mais bon, ça a marqué Médéric, clairement. Donc, c'est une chanson, je pense que beaucoup de gens la connaissent quand même, là. Un Canadien errant, banni de ses foyers, parcourait en pleurant des pays étrangers. Donc, c'est une chanson assez triste. Mais il faut quand même le dire, dans le milieu indépendantiste, on peut pas dire qu'on la chante beaucoup, là. C'est une chanson assez méconnue, puis la raison est toute simple pour moi, c'est que, on dit un Canadien, puis à partir du moment où les Québécois, où les Canadiens français ont cessé de s'appeler Canadiens français eux-mêmes, là, puis ont commencé à se définir comme Québécois, pour le meilleur et pour le pire, il y a eu une espèce de délestage, là, de l'héritage, le vieil héritage canadien et canadien français, qui est, on change de nom, on dirait, à chaque siècle. Oui, là, à chaque demi-siècle. À chaque demi-siècle. Donc là, c'est ça. Donc, ça expliquerait pourquoi, selon moi, cette chanson-là, est un peu passée aux oubliettes. Parce que même si elle a un côté très patriotique, très triste, romantique, on parle de nous comme des Canadiens. Donc, en tant qu'indépendantiste québécois, on va pas la chanter. Donc, dans le roman, le personnage, là, donc le protagoniste du présent, là, Édouard, lui, il dit, moi, cette chanson-là, je l'ai connue en tombant sur la version que Leonard Cohen avait enregistrée. Puis, ce qui est drôle, c'est que c'est une version mariachi. C'est une version mexicaine. Donc, c'est un drôle d'ovni, cette chanson-là. Là. Je vous dirais pas que c'est ma chanson préférée de Leonard Cohen. J'aime beaucoup Leonard Cohen, mais cette chanson-là, je la trouve plus une curiosité, là, disons. Ça me fait un peu rigoler. Mais donc, le personnage, donc j'ai comme repris ça, puis le personnage dit, oui, mais moi, je l'ai connu par la version de Leonard Cohen. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, on me l'a pas chanté à l'école, je l'ai pas appris dans les livres, je l'ai pas appris non plus quand j'étais dans le mouvement indépendantiste, parce qu'Édouard était donc indépendantiste. Puis il a fallu que je l'apprenne par le truchement de Leonard Cohen. Donc, c'est un peu ironique, quoi. Je trouvais ça un peu ironique. Je trouvais que ça illustrait quand même bien quelque chose de réel, en voulant dire, c'est comme si, vu qu'on était des Canadiens puis qu'on n'en est plus, c'est comme s'il y avait des siècles d'histoire qui, à quelque part, passaient à la trappe. Là. Bien sûr. Puis, il y a aussi dans votre roman, la France est très présente, avec Tocqueville, avec Beaumont. Il y a d'autres personnages aussi qui incarnent la France. Pour quelle raison? Est-ce que la France et le Québec, aujourd'hui encore, ont des liens très puissants? Quels sont ces liens? Pourquoi avoir mis une importance si grande à la France dans votre roman? C'est sûr que, de mon point de vue, puis là, ça va être la partie peut-être un petit peu plus, pas autobiographique, mais disons un petit peu plus inspirée de mon vécu à moi. C'est ce que moi je connais. Moi, j'ai un père français. Et donc, j'ai ma citoyenneté française aussi. Là. J'ai la double citoyenneté. Je suis français, puis j'ai mon passeport canadien. Et je suis aussi français. Mais je suis né ici, j'ai toujours vécu ici, là. Je vais en France voir mes cousins, puis bon. Mais donc, en quelque part, je me sens un peu français aussi. Beaucoup moins que québécois, mais je me sens aussi un peu français. Et dans le roman, je l'ai dit tantôt, juste pour terminer, dans le roman, donc Édouard, il est comme moi, il a des parents français et américains. OK? Même si c'est dans son cas, lui, c'est l'inverse. Il y a un inverse. Là, lui, c'est sa mère qui est française, son père est américain. En tout cas, bref, tout ça pour dire que le roman, c'est on parle un peu du triangle, le triangle Québec, États-Unis, France.
Et donc, j'ai pas de scrupule à dire que je me suis un peu inspiré de ma propre expérience. Mais c'est sûr que, en quelque part, quand on regarde le Québec, ben, les États-Unis puis la France, c'est comme nos deux plus grandes influences. Bien sûr, il y a eu l'Angleterre et après ça le Canada anglais, mais je veux dire, les États-Unis, là, on peut pas les ignorer. C'est l'éléphant, notre voisin, incontournable. On est des Américains qui parlent français, à quelque part, là. Je veux dire, culturellement. Vous croyez? On est très, très Américains dans notre façon. Je veux dire, les Français nous rencontrent, ils voient bien qu'on parle la même langue, là, avec un drôle d'accent de leur point de vue, mais dans notre mentalité, je veux dire, nos voitures, nos maisons, on est en Amérique du Nord ici, là. On peut pas le nier, on est des Américains. D'un point de vue continental. Hein? Ça, ouais. Mais on a l'aspect français, qui est quand même très important dans notre mentalité, dans notre façon de vivre, dans notre identité nationale. On est très français. On est différent des Français, mais c'est sûr que c'est la même patrie, là. Je veux dire, c'est notre origine. Puis on le voit dans plein de choses. Ça peut être aussi subjectif, là, ou non, c'est pas le bon mot, anecdotique, disons, que notre rapport à la bouffe, par exemple. Je veux dire, on boit plus de vin ici, par exemple, qu'au Canada anglais. C'est des trucs comme ça, là. On est français culturellement en partie aussi. Et donc, juste pour finalement revenir à votre question, c'est que pour toutes ces raisons-là, moi, je trouvais intéressant de parler justement de ce triangle-là de ce triangle, de ces deux sources-là qui ont une influence sur nous. Et puis, il faut bien dire que l'influence française, ben, elle fluctue à travers le temps. Les États-Unis sont toujours là. On peut pas faire abstraction d'eux. Ils sont tellement gros, ils sont tellement à côté. Mais la France, il y a eu des moments où on a été complètement coupé d'eux. Après la conquête, pendant un siècle, on n'a pas vu un Français ici, à part des prêtres réfractaires anti-révolution. Là. Mais à part eux, il n'y a presque pas eu de Français qui sont venus ici. Après ça, les rapports avec la France sont revenus. Puis après ça, il y a eu des hauts et des bas. Dans les années 60-70, avec la Révolution tranquille, je veux dire, il y avait beaucoup de liens avec la France, avec De Gaulle. Les Français nous ont aidés à construire le métro. Il y a plein de Français qui sont venus s'installer ici. Et là, le temps passe. Puis en ce moment, moi, je considère qu'on est dans une période... Il y a beaucoup de Français qui viennent s'installer ici, mais l'influence culturelle au Québec en ce moment, moi, je pense qu'elle est beaucoup moins forte qu'elle a déjà été. Il y a beaucoup moins de films français à l'affiche au cinéma qu'il y en avait à l'époque, par exemple. Il y a beaucoup moins de relations politiques aussi avec la France. Oui, évidemment. C'est sûr que les deux noms au référendum, ils ont peut-être un peu refroidi. Sans doute. Mais les Français aussi sont victimes je ne vais pas exagérer, mais sont très, très influencés par les États-Unis, eux aussi. Donc, le contexte a changé, puis c'est ça, cette relation-là, elle fluctue à travers les années, alors que le lien avec les États-Unis, je veux dire, par la force des choses, par la proximité, par la force culturelle des États-Unis, rouleau compresseur, Netflix, name it, on va le dire en anglais, c'est sûr que ça bouge pas, là. C'est toujours très, très, très puissant. Mais moi, j'ai tout de même eu l'impression, en lisant votre roman, que les personnages français, ou disons le personnage que la France incarne dans votre roman, est plus important que le personnage ou les personnages qui incarnent l'Amérique, les États-Unis. Est-ce que C'est vrai. Je pense que c'est vrai. Peut-être que c'est simplement un biais lié à ma propre expérience à moi, parce que moi, je ne vais pas tomber dans les détails biographiques, mais ma mère, je ne l'ai pas connue. Elle est décédée quand j'avais juste 2 ans. Donc, j'ai des contacts avec ma famille américaine. Je les vois régulièrement, mais j'ai pas grandi avec une maman américaine. Mm-hmm. Donc, je suis américain par ma mère, mais culturellement, je suis aussi américain que la plupart des Québécois, dans le sens que j'ai appris mon anglais en écoutant Seinfeld, puis vous voyez, c'est plus comme ça que ça s'est fait. Sauf que je pouvais pratiquer à chaque été en voyant mes cousins. Ça s'arrête à peu près là. Donc peut-être que ça transparaît un peu dans le roman, peut-être que la France est plus présente. Et forcément, bien sûr, là, on parle de Tocqueville, les Beaumont qui viennent au Bas-Canada, donc là, c'est sûr, c'est des Français. Là. Mm-hmm. Donc on parle un peu plus de France. Mais on parle aussi des États-Unis. Vous avez vu, il y a un personnage américain aussi qui est là. Donc, le triangle est là, mais c'est clair que le lien avec la France pèse pour plus lourd dans le roman que le lien avec les États-Unis. Ça, je pense que vous avez raison. Puis il y a un autre thème qui est très important dans votre roman, puis on terminera l'entretien sur ce thème-ci, c'est celui de la division idéologique. Vos personnages, à l'époque de la Confédération, se déchirent sur surtout le libéralisme et l'ultramontanisme. Oui. Vos protagonistes contemporains qui fondent Option nationale se divisent à l'intérieur même du mouvement souverainiste.
le roman en tant que tel gravite autour de l'idée de l'indépendance du Québec, donc d'une déchirure avec le lien fédéral. Qu'est-ce que vous pensez de cette manière très québécoise de se déchirer sur des pôles idéologiques jusqu'à, puis ce sont mes propres mots, vous me dites ce que vous en pensez, jusqu'à perdre l'objectif principal qui est la cause nationale? Ben, c'est sûr que moi, je trouve ça, d'un point de vue, moi, je suis indépendantiste, je trouve ça déplorable. Je veux dire, je trouve ça extrêmement triste. On est une petite nation au Québec, on a une tendance au consensus. Et c'est comme si tout le monde pense pas la même chose, ben là, on est en chicane. On a de la misère à accepter que quelqu'un avec qui on peut avoir un désaccord sur un aspect, sur un thème, que malgré ça, on peut quand même s'entendre sur d'autres choses. Alors, moi, par exemple, moi, je suis plus social-démocrate, je dirais centre-gauche, mais j'ai des amis qui sont plus conservateurs. Puis on n'est pas d'accord sur certains sujets, mais on s'entend quand même sur le principal, c'est-à-dire que le Québec devrait être un pays. Il y a des raisons de gauche de vouloir que le Québec soit un pays, il y a des raisons de droite, puis il y a des raisons plus de centre, il y a des raisons culturelles, il y a des raisons économiques. Je veux dire, l'indépendance, c'est un bien en soi. Mais malheureusement, puis ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment triste, parce que, je veux dire, ça nous divise, donc ça nous affaiblit. Hein? Mm-hmm. Au bout du compte, parfois, on préfère se traiter de tous les noms, maudit gauchiste, maudit conservateur, maudit ci, maudit ça, puis finalement, qui en profite? Ben, c'est nos adversaires fédéralistes qui gardent, qui font en sorte que l'indépendance, en ce moment, le mouvement indépendantiste se porte pas extrêmement bien. Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut pas nier nos différences. Je pense que dans un pays indépendant, il y aura encore des gens de gauche, il y aura encore des gens de droite, comme dans tous les pays du monde. C'est normal, c'est parfaitement sain. Mais j'aimerais ça qu'on soit capable de rassembler nos forces plutôt que de nous diviser. Bon, je sais que c'est un vœu pieux, là. Mais moi, je reproche autant aux gens de gauche qu'aux gens de droite parfois leur tendance à mettre l'accent sur ce qui les divise plutôt que sur ce qui les rassemble. Je pense dans les observateurs, les chroniqueurs, les journalistes, les essayistes, les intellectuels, les gens, les politiciens, c'est sûr à partir du moment où l'indépendance est moins présente dans l'horizon, ben sur quoi on va se chicaner? Ben alors, on trouve d'autres raisons. On se traite de tous les noms, réactionnaires, woke, des insultes fusent de partout, mais le problème central, il reste là. On n'est toujours pas un pays. Alors, moi, je trouve de se chicaner, par exemple, sur la droite et la gauche, puis le rôle de l'État dans l'économie, quand on est juste une province, je trouve ça une perte de temps. Je veux dire, ça serait quoi de chicaner pour des peccadilles alors des choses qu'on contrôle pas. C'est ça, c'est des choses qu'on contrôle pas. Puis alors pourquoi avoir un parti de droite au pouvoir au Québec alors qu'on aurait la gauche au pouvoir à Ottawa ou vice-versa? Moi, je trouve ça incohérent. Des chicanes de clochers, de juridiction. Et puis après ça, qu'est-ce que ça fait? Ben ça crée... l'exemple classique, c'est les... Ben, il y en a autant à gauche qu'à droite, là, mais disons, des gens de QS, par exemple, qui vont aider le NPD dans leur élection fédérale, puis les gens du NPD aident des gens de QS durant l'élection provinciale. Mais j'ai le goût de leur dire, mais vous n'êtes pas supposé être indépendantiste? Alors voilà, donc alors je trouve ça mais je veux dire, je les blâme pas, je trouve ça un peu incohérent, je trouve pas que c'est très productif, mais à partir du moment où on parle moins d'indépendance, ben peut-être que oui, ben voilà, les autres questions reprennent le dessus, puis peut-être qu'ils sont plus de gauche qu'indépendantistes. Puis ils ont le droit, mais je veux dire, arrêtez, pour moi, de mon point de vue, j'ai envie de leur dire, ben arrêtez de dire que vous êtes indépendantiste, parce que visiblement, c'est pas super important pour vous. Alors, je ne vais pas taper sur QS, là, parce que je pense qu'on peut critiquer tous les partis sur ça. La CAQ est pas parfaite non plus. Le PQ, mon Dieu, mérite de se faire critiquer. La question, c'est pas ça, mais c'est que le système fédéral le système dans lequel on se trouve crée la confusion, mélange les gens et surtout, je pense, ça nous amène dans des endroits qui sont tellement mélangeants, qui sont tellement confus que finalement, ça nous porte préjudice. C'est ce que je pense. Mais votre roman prouve que c'est une constante dans notre histoire aussi. Oui, exactement.
Oui, c'est ça. C'est un bon point. C'est ça, c'est que j'en parle par exemple à l'époque là. C'est un parallèle que les lecteurs vont comprendre tout de suite. Mais à l'époque de la Confédération, il y avait les bleus contre les rouges, hein. Les bleus qui étaient pour la Confédération, conservateurs. Les rouges des libéraux, pas libéral dans le sens d'aujourd'hui, mais libéral dans le sens de l'époque là, philosophie politique. Donc plus à gauche là, si on résume. Ben, ils étaient opposés, mais entre les rouges, ils se chicanaient aussi. Les rouges se chicanaient entre eux et se divisaient, comme c'est arrivé d'ailleurs avec les communistes. Hein, on se rappelle de l'époque, les trotskistes contre les stalinistes, puis contre les socialistes, puis contre les marxistes purs. Ils s'entre-déchiraient, ils faisaient des petites chapelles, tout ça. Ben finalement, voilà, quand on chicane tout le temps, qui c'est qui gagne? C'est l'autre bord. Alors, et donc, je trouvais ça intéressant de faire le parallèle. Les rouges, là, qu'il y en a qui flirtaient avec l'idée d'annexion aux États-Unis, d'autres voulaient l'indépendance du Bas-Canada, ils étaient juste pas d'accord entre eux. Puis finalement, qu'est-ce qui a passé? C'est les conservateurs qui ont gagné, puis avec l'Église, puis voilà, ils ont fait passer la Confédération. Donc, je trouve ça intéressant de rappeler ça. C'est des trucs dont on parle moins maintenant. Et puis, les parallèles avec le présent sont je trouve sont pertinents. Je trouve ça intéressant de rappeler ça. Mais il y a un des personnages importants du roman, Médéric Lanctot, qui, après la Confédération, s'est exilé aux États-Unis, s'est converti. Mais après la défaite, on essaie on prend la fuite. Ben voilà, puis après la défaite, on essaie de se reconstruire. Parfois, c'est par l'exil, parfois, c'est en reniant nos convictions. Il y en a eu beaucoup de souverainistes là qui bon, après une défaite, on dit bon, ben finalement, ça marche pas. On va essayer autre chose. Des fois, c'est par intérêt, des fois, c'est par désabusement, par des primes. On est humain, hein. Moi, je lance pas la pierre à ces gens-là, mais je veux dire, ouais, je trouve ça un peu triste quand même. Ouais. Alors, dernière question, dernière question. Le roman gravite autour de l'idée d'indépendance. Je m'en voudrais de ne pas vous demander quel avenir pour la cause indépendantiste selon vous? Ben moi, je suis réaliste, mais je refuse de tomber dans le pessimisme, là. Je refuse de jouer les gérants d'estrade qui disent de toute façon c'est fini, ça arrivera jamais, pour des questions démographiques, les Québécois sont rendus ailleurs, tout ça. Moi, tout ça, là, l'Américain, à moi, vous dirait que c'est de la bullshit, là, total. Moi, je pense que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. L'avenir n'est pas écrit d'avance. Tout est possible. Les choses peuvent changer rapidement dans l'histoire. Je veux dire, en 88, on vous aurait dit que l'URSS n'existerait plus. Dans quelques années, la plupart des gens auraient dit, mais non, voyons, c'est n'importe quoi. C'est la deuxième puissance au monde. C'est n'importe quoi, là. Je veux dire, c'est une puissance nucléaire, ils vont jamais... Puis ça s'est effondré. Alors, le Canada, il y a des gros problèmes dans le Canada. C'est un pays bancal. Il y a des sujets tabous dont on peut pas parler. La Constitution n'est toujours pas signée par le Québec. Je trouve qu'il y a une hostilité latente, très présente. Les Québécois se considèrent déjà en partie indépendants, là, dans les faits. Là. Même les gens qui veulent pas l'indépendance, ils se décrivent d'abord avant tout comme étant des Québécois, souvent. Vous croyez pas que c'est un problème? Ben moi, je pense que je le vois pas comme un problème. Je le vois, ça peut être un problème parce qu'ils se sont confortables, mais à la base, c'est quand même l'étape nécessaire pour vouloir l'indépendance, c'est de se considérer différent. S'ils se disaient Canadiens comme en 80, je suis Canadien d'abord puis Québécois ensuite, là, il y a un problème. Mais là, maintenant, je pense qu'il n'y a pas de doute que la majorité des Québécois se considèrent d'abord comme des Québécois. Puis moi, je pense que c'est indispensable pour arriver un jour à l'indépendance. Donc là, comment ça va arriver? Moi, je pense que ça va arriver. Quand, comment? Alors là, je suis pas un devin, mais c'est pas mort. Et voilà, moi, je garde espoir. Je refuse de dire que c'est terminé. Voilà, je peux pas dire que... Je refuse le fatalisme, disons. Je refuse de baisser les bras. Puis il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais tu sais, c'est illusoire, tu refuses de voir la réalité en face. » Ben, je suis désolé, les choses changent vite en politique. Après 80, là, l'appui à la souveraineté était minuscule. Puis bon, 15 ans plus tard, on a eu un second référendum. Donc voilà, tout est toujours possible dans la vie. Alors Mathieu Thomas, ça fut un véritable plaisir de vous avoir au balado. Je rappelle que votre premier roman, Ceux dont on ne redoute rien, est désormais en vente dans toute bonne librairie. Alors merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à suivre et à partager notre page Facebook ainsi que nos épisodes. Mathieu Thomas, merci beaucoup. Merci.